Eh bien, bonjour. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire organisé par la SFA. Je suis Morgan Potier, donc je suis le président de la SFA et je suis accompagné au quotidien évidemment par tout mon bureau qui m'aide énormément dans la gestion de cette société savante très dynamique. Et donc j'ai le plaisir ce soir d'être modérateur également de cette session. Je vais partager mon écran et on va tout de suite commencer. Voilà, donc vous devez voir mon écran. Donc ce soir, un webinaire extrêmement intéressant. Donc les webinaires de la SFA sont sous format d'une heure, un format qui se veut court pour justement répondre aux besoins des professionnels de se former. Ce soir, donc, c'est des innovations en matière d'appareillage auditif et d'implants cochléaires. Alors, c'est un franc succès puisque je crois qu'on est en train de battre notre record qui était déjà assez élevé du nombre d'inscrits. Bon, ce webinaire est gratuit, mais évidemment, on est très heureux qu'il puisse être partagé ensuite. On est accompagné ce soir par Philippe Lefebvre, qui est donc professeur ORL au CHU de Liège en Belgique. Donc Philippe traitera de l'implant cochléaire. Et puis Christophe Michel, qui est docteur en sciences et chercheur. Et Christophe traitera plutôt de la partie appareil auditif. Alors avant de commencer, j'ai deux, trois petites informations à vous donner. Déjà, je tiens à remercier Medel, qui est le sponsor de ce webinaire, sans qui rien ne serait possible. On a toujours besoin d'être aidé financièrement, à la SFA comme ailleurs. Et si je vous fais un petit retour rapide sur l'actualité très nombreuse de la SFA, je voulais déjà vous parler d'une nouveauté, un appel à projet exceptionnel en audiologie que nous mettons en place qui a pour objectif, comme vous le voyez, de financer ou de financer des projets de recherche clinique en audiologie. Et donc, des projets retenus seront évalués par un comité scientifique et technique qui est indépendant et proposés, soumis au conseil d'administration pour validation. Les montants attribués dépendront du nombre et du type de projet qui seront proposés. Et retenez deux choses. La première, c'est la deadline de soumission qui est donc est fixée au 2 novembre 2025. Et puis, comme je n'ai pas le temps de tout développer sur ce sujet, vous avez un QR code en bas à droite. Vous pouvez le scanner si ça vous intéresse. Si vous serez ensuite amené sur le site de la SFA où vous trouverez toutes les informations. Ensuite, concernant l'actualité très prochaine de la SFA, qui est assez nombreuse, comme vous allez le voir, donc déjà lors de la SFORL qui a lieu cette année, comme vous le savez, début octobre à Lille, nous serons présents lors de la journée de l'audition, qui est donc le 1er octobre, avec plusieurs orateurs. Nathalie London, qui présentera les résultats de son groupe de travail qu'elle a mené avec brio sur l'audiométrie vocale de l'enfant. Vous avez également le QR code si ça vous intéresse pour accéder justement à la publication gratuite qui est en ligne sur le site de la SFA. Et puis j'aurai le plaisir d'animer un atelier avec Mathieu Marx et Stéphanie Borel, qui sont mes vice-présidentes et vice-présidents à la SFA, et qui aura comme objet la réhabilitation, la rééducation des surdité unilatérales et asymétriques. Donc ça, c'est pour la journée de l'audition. Et le lendemain, et on n'arrête pas à la SFA, le lendemain, on a une matinée spéciale, l'évaluation auditive et extra-auditive chez l'adulte en 2025. Vous verrez que nous essaierons de balayer rapidement tout ce qui se fait en matière d'audiométrie vocale dans le bruit, d'audition spatiale, les innovations d'audiométrie, l'évaluation de l'effort d'écoute. Et puis, nous aurons donc une invitée d'honneur, Ariane Laplante-Lévesque, qui est audiologiste clinicienne et professeure à l'Université de Suède, et dont les travaux qui portent sur les soins auditifs centrés sur la personne sont nombreux. Elle a acquis vraiment une expérience importante dans le secteur public et elle travaille à l'OMS également. Elle nous partagera donc sa vision sur le recours des questionnaires en audiologie. Donc ça, c'est pour le jeudi matin. Et ensuite, très rapidement, avant de passer la parole à mes panélistes, deux dates à retenir, deux dates très rapides à retenir. Le e-colloque de la SFA qui a lieu comme chaque fois en fin d'année. Donc là, cette année, c'est le samedi 13 décembre. Vous avez le QR code si ça vous intéresse pour vous inscrire. Et il sera consacré donc aux surdités et aux troubles vestibulaires. Quel bilan, quelle prise en charge. On essaiera de faire un tour d'horizon sur ce sujet qui est passionnant et qui est dirigé par Nathalie London à nouveau. Et enfin, la dernière date à retenir, je m'arrêterai là, c'est le congrès SFA de l'année prochaine. Alors, on est très en avance, mais on voulait communiquer vraiment sur cette date, que j'aurai le plaisir de présider. Donc, c'est sur un congrès qui aura lieu à Montpellier, les 11 et 12 septembre, et qui aura pour sujet les surdités unilatérales et asymétriques, de la recherche à la clinique. On a vraiment voulu quelque chose
translationnelle entre la recherche fondamentale et la clinique, hein, c'est l'objectif de la SFA aussi. Donc voilà, on espère vous y retrouver nombreux. Ça fait loin en effet, mais marquez-le déjà dans vos agendas, hein, et puis au moins on est sûr de vous y retrouver. Voilà. Je vais laisser la parole donc à Philippe pour la première partie sur l'implant cochléaire. Vous avez en bas, si vous voulez poser des questions, puisque je serai chargé de les colliger, l'onglet Q et R, donc questions et réponses. Vous les notez, vous les envoyez, et puis je pourrai les proposer aux orateurs, peut-être à la fin de leur communication respective, comme ça on aura un peu plus de temps pour partager. Voilà. Philippe, si Bon. tu es OK, ben je te laisse la parole. Ah, Tu as une vingtaine de minutes. parfait. Merci beaucoup, Morgan, pour cette invitation, pour vous parler un petit peu de l'implant cochléaire et des différents développements de l'implant cochléaire. Et vous me permettrez tout d'abord de vous rappeler qu'il s'agit d'une histoire qui n'est pas si récente que cela. Et c'est vrai qu'elle a commencé avec Volta à la fin du 19e siècle déjà. Et puis c'est en 1976 qu'on voit les premiers implants cochléaires apparaître. Voilà à quoi ils ressemblaient. Et puis il y avait finalement, ça c'est le processeur que la personne portait sur ses genoux. C'était énorme. Et puis ça a évolué progressivement jusqu'à obtenir ces implants qui sont beaucoup plus petits et beaucoup plus performants à l'heure actuelle. L'indication de l'implant cochléaire, ben, en réalité, on peut partir sur les notions du BIAP avec, on pourrait dire, c'est pour les surdité sévères à profonde, en mettant ici la limite à 70 décibels. Je pense que la meilleure des choses à retenir, c'est tout patient qui porte un appareil auditif bien réglé et qui n'a pas un bénéfice suffisant en termes d'intelligibilité de la parole est un candidat à la mise en place d'un implant cochléaire. Voilà ici, par exemple, une audition qui est vraiment pas bonne, même avec un seuil auditif qu'on peut retrouver à 50 ou 60 décibels, on comprendra aisément que cette personne est difficilement appareillable en conditions acoustiques conventionnelles. Alors, le principe de l'implant cochléaire, c'est introduire des électrodes au niveau de l'oreille interne et de la cochlée afin de stimuler les neurones qui persistent au niveau de cette oreille. Ils persistent en général sur les 30 000 neurones d'origine, environ 3 000 neurones au minimum. Le principe, c'est les électrodes de la base stimulent les sons aigus, les électrodes de l'apex vont stimuler les neurones qui encodent pour les sons les plus graves. Et on va donc répartir sur toutes ces électrodes les différentes bandes fréquentielles. C'est le principe. D'un point de vue pratique, l'implant cochléaire, eh bien, on va donc insérer le porte-électrode ici à l'intérieur de la cochlée en faisant une intervention chirurgicale où on va se glisser entre le tympan et le nerf facial qui se trouve ici et on va rentrer en général par la membrane de la fenêtre ronde. Les implants cochléaires ont vraiment connu ces dernières années d'énormes évolutions techniques. Voici au début ce que donnait le son d'un implant cochléaire. Aujourd'hui, c'est un peu plus tard, c'est meilleur. Et finalement, maintenant, voilà, c'est déjà beaucoup mieux sur le plan de la compréhension de la parole. Quand on est au niveau de la musique, ceci n'est évidemment pas terrible. Et maintenant, celle-ci est déjà bien meilleure. Donc, une évolution technologique absolument phénoménale. Mais il y a aussi eu des évolutions, je dirais, techniques, chirurgicales, médicales et de sélection de patients qui vont améliorer l'implant cochléaire. Et voilà ce dont je voudrais vous parler. La première des choses, c'est quand on met un porte-électrode dans la cochlée, c'est qu'il faut absolument préserver ce qui reste comme structure sensorielle et peut-être encore plus important, les fibres nerveuses qui se trouvent au niveau de la cochlée. Donc, toutes les techniques chirurgicales de développement de type d'électrode vont passer par une amélioration et la préservation de l'audition. La première des choses dont je vais vous parler ici, c'est l'utilisation d'un robot pour introduire le porte-électrode dans la cochlée. Alors, ce robot, c'est un robot français, Cocorico pour vous. Ce robot, en fait, il est capable ici de faire des mouvements extrêmement lents et extrêmement précis. Il a été développé par la firme Collin à Bagneux, à côté de Paris, et il s'appelle le Robotol, développé par Olivier Sterkers et Yann Nguyen, que vous connaissez probablement au moins de nom.
Alors, ce robot, il va avoir ici sur un os temporal artificiel, vous voyez ici les mouvements, il a des mouvements précis, des mouvements très lents, et il peut aussi introduire un porte-électrode de façon très régulière au niveau de la cochlée. Alors, nous avons eu la chance de bénéficier et d'acheter le premier robot ici à Liège en Belgique. Voici ici la mise en place d'un porte-électrode. Ici, c'est une vidéo qui est accélérée puisque la vitesse de l'inserteur est de 0,1 mm par seconde. Et si on regarde ici en faisant des mesures de force et de pression, vous voyez qu'en utilisant le robot, c'est extrêmement régulier. Voici ici une insertion manuelle. Vous voyez comme c'est complètement irrégulier. Qui dit irrégulier dit des à-coups de pression, et ces à-coups de pression, ce n'est probablement pas très bon pour la cochlée. Alors, voilà ici une étude que nous avons réalisée sur 24 patients implantés avec le Robotol, et vous voyez qu'on a amélioré environ 25% de patients qui ont une meilleure audition par rapport à une insertion manuelle. Donc, il y a un intérêt pour maintenir et préserver les structures de l'oreille qui sont toujours vivantes chez ces patients. La deuxième chose, c'est on a aussi regardé et mesuré les impédances. Les impédances, c'est le reflet de la fibrose au niveau de la cochlée. Quand on introduit un porte-électrode dans la cochlée, il y a une fibrose qui va se faire au niveau autour du porte-électrode, et on voit que quand on utilise le robot, la fibrose est moins importante, et de façon très intéressante, cette fibrose, elle est d'autant plus régulière et beaucoup moins importante quand on utilise un robot. Quand il introduit un porte-électrode à 0,1 mm/seconde, il le fait toujours de la même façon. Votre main, elle varie de façon importante. Plus intéressant encore, c'est l'acquisition de la parole. Et on voit ici que quand on utilise le robot, on a une acquisition de la parole qui est meilleure, et avec un pourcentage d'acquisition ici en liste dissyllabique qui est meilleur que quand on fait une insertion manuelle. Intéressant aussi, c'est que même quand on a perdu l'audition, eh bien, l'acquisition de la parole en utilisant le robot est supérieure à l'acquisition de la parole par rapport à une insertion manuelle. Voici ici, après un an, on est à 58% et là à 78% d'intelligibilité de la parole. Eh bien, cela, c'est en fait lié probablement à une meilleure préservation des structures neuronales dans l'oreille. Et donc, quand on met un porte-électrode ici, il va stimuler des neurones. On peut mesurer et faire des potentiels évoqués électriques, c'est-à-dire qu'on stimule avec une électrode et on récolte sur l'électrode voisine. Et on peut ainsi mesurer des courbes entrée-sortie avec une augmentation de l'intensité ici et une augmentation ici de la réponse. Cette augmentation de la réponse, on peut en modifier l'intervalle de stimulation sur des stimulations biphasiques, et quand on modifie cet intervalle, pour faire simple, on peut ainsi avoir une idée de la réserve neuronale. Cette mesure électrophysiologique est corrélée au nombre de neurones ou de fibres qui persistent au niveau de la cochlée. Bien, lorsque l'on utilise le robot, il y a ici une corrélation d'abord entre ce qu'on appelle la neural health et l'intelligibilité de la parole, assez cohérent. Plus vous avez des fibres nerveuses, meilleure est l'intelligibilité de la parole. Et quand on utilise le robot, on se rend compte que cette neural health est nettement meilleure par rapport à une insertion manuelle. Donc, utiliser le robot, c'est intéressant, ça permet d'améliorer et de préserver les restes, et surtout d'améliorer l'intelligibilité de la parole. Je vous rappelle ici, étape suivante, que le cortex auditif est tonotopique. Cette tonotopie, elle va en fait avoir lieu de la cochlée jusque dans les voies auditives centrales jusqu'au niveau du lobe temporal. Et on voit ici que, avec certaines électrodes, une électrode ici d'une vingtaine de millimètres, vous allez stimuler pratiquement jusque 1500 Hz avec l'électrode la plus apicale. Si vous utilisez une électrode beaucoup plus longue, vous allez monter beaucoup plus loin et stimuler beaucoup plus loin votre réserve apicale ici. Alors, est-ce que ça a l'intérêt de faire ça? Eh bien, en fait, il existe, en tout cas chez Medel, des longueurs d'électrodes différentes, et il y a un système qui s'appelle Autoplan, qui est en fait ici un système informatique dans lequel vous prenez l'acquisition de la cochlée,
vous la mettez dans le système, il va vous reconstruire une image de l'oreille interne avec les deux rampes et il va vous aider à choisir la longueur du porte-électrode. Alors, est-ce que c'est important? Eh bien, on a ici étudié chez 13 patients d'implant cochléaire classique, indication classique, et on a mesuré en fait le mismatch, c'est-à-dire la différence qui existe entre la position des électrodes correspondant aux fréquences conversationnelles et ce qui était réglé. Donc, par exemple, si on avait une électrode 1 qui se trouvait dans la zone, mettons, des 1000 Hz et que vous mettez du 250 Hz sur cette électrode, vous avez un mismatch de 750 Hz. Eh bien, on se rend compte que l'intelligibilité de la parole diminue quand on a un mismatch qui est d'autant plus important. Ce qui signifie donc qu'il y a intérêt à respecter la tonotopie lorsque on va stimuler ces cochlées de patients présentant des déficits auditifs. De façon très amusante, plus le mismatch est important, plus lente est l'acquisition de la parole. On se rend compte que quand on respecte plus la tonotopie, et c'est cohérent, il va y avoir une amélioration une acquisition du langage par l'implant qui va être beaucoup, beaucoup plus rapide. Eh bien, ici, vous voyez que cette acquisition, cette pente qui a été mesurée, elle est d'autant meilleure qu'on a respecté la tonotopie avec les portes électrodes. Si maintenant vous décidez de changer et de dire, bon, je n'ai pas fait la bonne tonotopie, mes électrodes, j'ai mis par exemple sur l'électrode apicale, mettons du 250 Hz, mais j'aurais dû mettre du 1000 Hz, par exemple, je peux le changer. Et voilà ici deux patients qui avaient un mismatch important de plus de 1000 Hz. On a changé la tonotopie, ils n'ont pas aimé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le faire tout de suite et que rectifier par la suite, un an ou deux après, quand ils ont acquis le langage, c'est un peu trop tard, le patient n'aime pas. Donc, l'important, c'est de réaliser ce qu'on appelle un anatomy-based fitting, c'est-à-dire euh, un réglage de l'implant directement en respectant la tonotopie de la cochlée. C'est d'autant plus important qu'on peut mettre des implants dans des cas de surdité unilatérale. Ce sont des patients qui ont perdu l'audition dans une oreille, le plus souvent des surdités brusques. Voici ici les résultats chez 18 patients. Et ils ont une audition strictement normale de l'autre côté. Et si vous leur demandez si le son est naturel, eh bien vous vous rendez compte qu'ils vont vous dire qu'il est d'autant plus naturel sur une échelle de 1 à 5 que le mismatch est faible. Ils vont vous dire que le son est d'autant plus semblable par rapport à l'oreille normale que le mismatch est faible. Mais malgré tout, l'appréciation de l'implant reste encore relativement bonne. Elle est d'autant meilleure que vous avez respecté le mismatch. Donc, c'est encore plus important chez les patients qui ont une audition normale de respecter la tonotopie. Et on retrouvera ici, chez ces patients-là, la même chose. Moins il y a de mismatch, meilleure est l'intelligibilité de la parole. Donc, respecter la tonotopie vous donne une meilleure intelligibilité de la parole. Enfin, maintenant, je terminerai par ce que vous attendez peut-être tous, c'est l'implant cochléaire totalement implantable. Existe-t-il? Est-il efficace? Le concept de faire un implant cochléaire totalement implantable, c'est en fait de mettre tout sous la peau. Normalement, vous avez un processeur externe ici dans lequel vous avez la source d'énergie, la batterie, le micro et l'électronique. Eh bien, tout ça va être mis à l'intérieur, ici sous la peau. Alors, il y a eu, vous avez peut-être entendu parler du Carina, qui était une prothèse auditive totalement implantable. J'ai eu l'occasion d'en mettre une quarantaine. Ça marchait pas mal. Le problème, c'est que c'était un peu cher. Vous avez un premier implant ici qui a été développé totalement implantable par la firme Cochlear autour des années 2011-2012, mais cet implant n'a pas réellement fonctionné. 3 patients ont été implantés, 3 ou 4 patients sans grand résultat. Ici, je vais vous parler du TICI, Totally Implantable Cochlear Implants, développé par la firme Medel. Voici à quoi il ressemble. Ça ressemble strictement à un implant cochléaire classique avec son antenne, son corps d'implant, le porte-électrode et ici, vous avez un micro. Ce micro est positionné au-dessus ici du pavillon de l'oreille. Il y a eu beaucoup de discussions de savoir si je vais le positionner ici, le positionner là, le mettre encore plus bas, mais la meilleure position, c'est vraiment celle-ci.
Voici ici la chirurgie de mise en place de cet implant. C'est en fait une mastoïdectomie tout à fait classique. On va identifier ici le longue apophyse de l'enclume. On fait une tympanotomie postérieure pour atteindre la niche de la fenêtre ronde. Voici ici le fantôme qui va vous permettre de démontrer là où on va mettre le corps de l'implant. On va fraiser pour en descendre un petit peu ce corps de l'implant. Voici ici à quoi ressemble l'implant. Par rapport aux implants que vous connaissez d'habitude chez Medel, ils sont plutôt bleus, celui-ci il est vert. On va le positionner et le fixer, c'est extrêmement important. Fixer le corps de l'implant parce que ça ne peut pas bouger. Ensuite, il est fixé. Voici ici le micro. Le micro va être positionné sous la peau et on va resséquer le muscle. Ce micro, il va être fixé et vissé et on doit absolument intégrer ici le câble du micro. On doit le mettre dans une petite gorge que l'on va fraiser. Il ne faut pas qu'il bouge parce que s'il bouge, vous allez avoir des distorsions sonores que le patient va ressentir et il sera donc moins satisfait du résultat de cette implantation. Voilà ici, on met le câble dans la gorge que vous avez fait, on visse le micro, et puis finalement, après, lorsque c'est vissé, on va ouvrir la membrane de la fenêtre ronde et on va aller intégrer le porte-électrode au niveau de cette membrane, dans cette cochlée. Vous pouvez faire une insertion manuelle et une insertion motorisée. Voici ici le tout premier patient qui a été implanté en 2020. Il y a ici, vous voyez qu'il y a la cicatrice, elle est relativement fraîche. L'implant est positionné quelque part par ici, le micro se trouve ici. Alors ce ne sont pas les manières de raser les patients que nous faisons en salle d'opération, c'est la coupe de cheveux du patient. C'était ça qu'il voulait comme coupe de cheveux et par conséquent, il n'a pas du tout envie d'avoir un processeur externe. Voilà ici les 6 premiers patients qui ont été implantés dans le monde avec cet implant. Il y en a 3 qui ont été implantés ici à Liège et 3 qui ont été implantés par Joachim Müller à Munich au mois de novembre 2020. Les résultats, c'est probablement ce qui va vous intéresser le plus. Voilà ici des tests monosyllabiques. Alors, en rouge, vous avez ici l'implant en condition totalement implantable, c'est-à-dire le son est reçu par le micro qui est mis sous la peau et vous avez l'intelligibilité de la parole. Les implants ont été d'abord réglés comme ça. Vous voyez l'intelligibilité de la parole qui augmente. On a un peu changé la map pour avoir de meilleurs résultats. Et puis ici, à partir de la 16e semaine, on leur a mis un processeur externe. Et là, vous voyez que les résultats en gris donnent exactement les mêmes résultats d'intelligibilité de la parole dans le silence. Vous allez me dire, et dans le bruit? Eh bien, dans le bruit, vous avez aussi des résultats qui sont excellents. Vous avez le SRT, Signal to Roche Threshold, qui ici est exactement le même avec le processeur externe et ses deux micros et le micro qui est mis sous la peau. Les patients sont satisfaits. Vous voyez ici la satisfaction qui augmente au cours du temps. Les body noise, c'est très important au début, c'est bruit transmis de respiration, de mâcher une pomme, etc. Au début, il dérange le patient et puis il s'y habitue avec le temps. Il faut savoir qu'un patient déficient auditif n'entend plus ces bruits-là et quelque part, c'est un silence confortable. Voilà ici différents tests qui ont été faits, le Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire, qui montre qu'il y a de très bons résultats avec les implants, mais peut-être ceci est encore plus intéressant. Vous pouvez faire du data logging sur ces implants et vous avez ici en bleu l'utilisation en mode invisible, Tiki, et le processeur externe. Vous voyez, ce patient il utilise surtout le mode invisible. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Et puis voilà ici une patiente un peu particulière. Elle avait 72 ans, c'est une infirmière et vous voyez que bah, elle utilise 30% du temps le mode invisible et puis à peu près 70% le mode externe avec son processeur. Et puis, on a revu un an plus tard, elle a changé d'avis, elle est en mode invisible la plupart du temps. Alors, ça, c'était l'étude clinique de phase 1 qui a été réalisée. Depuis, en 2024, il y a eu une étude de phase 2 dans laquelle il y a une trentaine de patients qui ont été implantés. J'ai eu l'occasion d'en réimplanter 5. 6 centres en Europe ont implanté et les résultats sont exactement les mêmes chez mes 5 patients que ce que vous avez ici avec d'excellents résultats. Voilà ce que je voulais vous dire à propos des nouveautés sur l'implant cochléaire. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, tu as été absolument parfait, Philippe, et je te remercie. 20 minutes parfaitement, c'est bien tenu, merci beaucoup. On va pouvoir passer donc à la deuxième communication.
hem, qui s'adressera donc, vous l'avez compris, à l'appareillage auditif sur la même thématique. C'est donc Christophe Michel qui, fera cette présentation. Christophe qui a une bonne vision de la situation parce qu'il est chercheur qui connaît bien, le domaine de l'appareillage auditif, donc il va nous faire, à mon avis, aussi une communication, de toute beauté. Christophe, c'est à toi. Merci Morgan, on m'entend bien? Parfaitement bien. D'accord, merci, merci encore de l'invitation à toi et à tout le bureau de la SFA et la société. Euh, donc en fait, tu m'as demandé de parler des aides auditives, des innovations récentes, donc c'est ce que je vais faire. Comme l'indique cette première diapo, je suis chercheur dans l'industrie, donc je suis employé par un fabricant d'aides auditives. La façon dont je vais gérer le conflit d'intérêts dans cette présentation, c'est que je ne ferai pas de mention de fabricant en particulier en relation avec le contenu et je ne présenterai pas d'images de produits ou de logiciels commercial. Les seules images dans la présentation, pour l'essentiel, ont été générées par de l'IA. Elles ne sont donc pas forcément réalistes, mais on va faire avec. Alors, en parlant d'images pas très réalistes, en voilà une. C'est un hybride d'aide auditive créé par l'IA. Donc, les innovations dans les aides auditives ces dernières années, je crois qu'elles ont été marquées par un certain nombre de vagues. Il y en a une aux alentours dans les années 2000, 2015, 2018. C'est l'apparition sur l'aide auditive de capteurs ou de senseurs qui sont autres que les capteurs habituels, qui est le microphone. En l'occurrence, on a vu apparaître au-delà des systèmes MEMS microphoniques, des systèmes miniatures de gyroscope et d'accéléromètre qui permettent de détecter les mouvements du porteur d'aide auditive, et y compris les mouvements involontaires tels que les chutes, mais également les mouvements de tête. Donc ça permet de faire de l'analyse situationnelle et surtout ça place l'aide auditive dans un contexte plus général qui n'est plus seulement un outil de réhabilitation de l'audition, mais également un outil potentiellement de santé connectée avec d'autres types de capteurs qui sont par exemple des photos, ce qu'on appelle des PPG en fait, hein, qui sont des systèmes qui permettent de mesurer le rythme cardiaque ou autre et qui permettent donc de doter l'aide auditive de fonctionnalités de santé connectée. Alors ça a été un tournant assez important qui va continuer, je pense, de se développer et de se renforcer dans les années qui viennent. Il y a d'autres innovations qui sont peut-être passées un peu plus inaperçues en dehors du domaine spécifique des audioprothésistes, mais qui leur sont très utiles à eux ainsi qu'à leurs patients, en tout cas dans la vie quotidienne, qui sont des aspects de design mécanique qui ont été améliorés, où on arrive à mieux isoler l'aide auditive des agresseurs extérieurs, humidité, poussière, évidemment dans le conduit auditif. Ça peut être assez agressif comme environnement. Donc il y a eu pas mal de progrès ces dernières années qui ont été réalisés dans ce domaine-là, avec maintenant des normes IP68, IP68+, etc. Euh, des progrès dans la connectivité, qui sont bien sûr au-delà de l'industrie des aides auditives, mais dont l'aide auditive bénéficie, avec notamment l'apparition de Ali Audio, plus récemment Auracast, qui va, on pense à terme, potentiellement remplacer les bobines magnétiques. Les accessoires également, avec l'apparition de micros de table performants qui permettent aux utilisateurs d'aides auditives, lorsque les aides auditives ne suffisent pas à bien entendre dans un environnement particulièrement bruyant, d'utiliser un micro déporté ou un micro de table qui va permettre de focaliser sur un locuteur ou une source de signal particulier. On a bien sûr fait des progrès dans les applis mobiles qui ne cessent de se doter de nouvelles fonctionnalités, de devenir de plus en plus flexibles dans l'utilisation que peuvent en faire les patients. Et puis on a vu des allongements des durées de vie de batterie, notamment rechargeables des aides auditives, grâce à des progrès conjoints dans les algorithmes et les processeurs qu'on utilise. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer. En 20 minutes, on ne peut pas parler de tout, donc je vais parler surtout de processeurs et d'algorithmes. Alors, quand on parle de processeurs et d'algorithmes, forcément, on parle au jour d'aujourd'hui d'intelligence artificielle. Le mot est un peu de partout, l'expression est un peu de partout. Je ne veux pas rentrer dans le détail de l'historique, mais il faut arriver à remettre ça dans un contexte plus global, qui est que l'aide auditive, l'intelligence artificielle dans l'aide auditive s'inscrit dans un contexte général qui est fait de cycles. Ce sont des nouvelles technologies. Comme toutes les nouvelles technologies, elles vont se diffuser dans la population au fil du temps, avec des vagues de surexcitation en quelque sorte et de pessimisme exagéré.
Je crois qu'en tant qu'ingénieur ou travaillant dans l'industrie ou chercheur, il faut garder la tête froide et se dire que finalement, au-delà de toutes ces vagues, on va atteindre à chaque étape un plateau d'utilité réelle, à la fois pour ceux qui conçoivent ces systèmes et pour ceux qui les utilisent. Donc c'est ça qu'il faut garder, même si aujourd'hui on est dans un pic et que peut-être ça va descendre dans les quelques mois qui viennent, il faut garder à l'esprit que ces technologies-là, elles sont là pour durer, elles vont s'installer dans le temps. Alors pour faire simple, il y a deux approches en gros de la conception d'algorithmes, que ce soit dans les aides auditives ou autres. Il y a une approche traditionnelle basée sur l'expertise humaine et d'autre part ce qu'on appelle l'apprentissage machine. L'expertise humaine, là-dedans, on peut mettre les systèmes experts classiques, symboliques, hein, des années, qui datent même pour certains des années 80, des algorithmes de traitement du signal traditionnels tels qu'utilisés dans les aides auditives, encore aujourd'hui, mais en particulier il y a une dizaine d'années, une vingtaine d'années. Ce sont des solutions prédéfinies par l'humain, un humain expert ou un comité d'experts, un ingénieur en traitement du signal, un audioprothésiste, un audiologiste. De l'autre côté, il y a l'apprentissage machine, et là, à l'inverse, on trouve des systèmes qui vont apprendre par eux-mêmes la solution au problème posé, hein, par exemple un problème de débruitage pour l'aide auditive, trouvé par la machine et non pas par l'humain. L'humain définit le système qui lui-même trouve la solution au problème. Donc là-dedans, on va trouver les réseaux de neurones, en particulier les réseaux de neurones profonds, les modèles de langage large que je pense tout le monde utilise aujourd'hui ou presque, la reconnaissance automatique de parole qu'on utilise aussi assez couramment et qui marche assez bien aujourd'hui, puis des systèmes moins connus, forêts aléatoires, etc. Il y a toute une jungle, mais en gros, ce qui ressort, ce sont les réseaux de neurones profonds. C'est vraiment la technologie qui anime un peu tous ces algorithmes qui marchent bien et qui sont populaires aujourd'hui. Les systèmes experts classiques, on va commencer par là, parce que c'est le plus simple à comprendre. Ce sont des règles décisionnelles, donc des arbres de décision. Ils sont utilisés par exemple en audioprothèse dans les logiciels de programmation des AA pour faire ce qu'on appelle du troubleshooting, c'est-à-dire quand on ne connaît pas bien le logiciel ou on n'est pas familier complètement de ses fonctionnalités, on peut demander un peu d'aide pour résoudre des problèmes particuliers qu'exprime le patient et le logiciel peut nous guider dans un arbre décisionnel qui va conduire peut-être au bon réglage. Ces systèmes-là sont limités. Il y a aussi des systèmes experts, ces types d'arbres décisionnels qui sont directement sur l'aide auditive elle-même, pas dans le logiciel qui programme l'aide auditive, mais dans l'aide auditive elle-même, donc on appelle ça du firmware. Par exemple, des systèmes qui sont capables de détecter s'il y a du bruit, quel type de bruit, s'il y a du bruit, de décider si on va euh, enclencher le réducteur de bruit, ou plutôt la directionnalité, selon qu'il détecte le niveau de bruit et la parole. Ce sont des règles, des systèmes qui opèrent sur des règles préconçues par l'humain. C'est là-dessus qu'il faut bien exagérer. Après, un autre problème classique pour les aides auditives, c'est celui du débruitage. Donc on part d'un signal bruité, parole dans un bruit, et on va essayer de faire sortir de l'écouteur le signal utile pour le patient, donc de diminuer la quantité de bruit tout en préservant le signal utile. La question évidemment, c'est comment on fait ça? C'est une vieille question. Classiquement, jusqu'à, on va dire, il y a une dizaine d'années, la seule approche ou l'approche préconisée, c'était de laisser les ingénieurs concevoir par eux-mêmes des systèmes qui allaient résoudre ce problème avec du traitement de signal, en se fondant sur la théorie des probabilités, traitement de signal, algèbre linéaire, etc. Donc il faut un expert compétent qui va définir ces règles. Le problème de ces algorithmes classiques, c'est que les entrées et les règles opérationnelles qu'ils utilisent, elles sont prédéfinies, inflexibles et restreintes. Du coup, ces algorithmes sont limités dans leur capacité d'adaptation aux situations réelles, qui sont souvent complexes et éminemment variables. Un exemple, qui va parler à tout le monde, je pense, c'est si on essaye de faire en sorte de doter l'aide auditive d'un contrôle vocal du volume. Donc, au lieu de demander au patient de régler sur l'appareil ou via le smartphone en appuyant sur des boutons de régler le volume, on va laisser le patient parler à l'aide auditive, donner une commande vocale. On va prévoir, en tant que concepteur, on va prévoir une certaine liste, on va inclure des phrases comme augmenter le volume. Et en fait, quand on demande aux utilisateurs de le faire par eux-mêmes, spontanément, ils vont avoir des productions qui sont bien plus variées que celles auxquelles on a pensé en tant que concepteur. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. C'est des études qui sont faites en interne dans les labos pour essayer justement de comprendre comment l'utilisateur va interagir avec son aide auditive. Et on voit que même pour une commande très simple comme celle-là, il y a une variété quasi infinie de formulations
qui peuvent être utilisés par l'utilisateur de l'aide auditive pour augmenter le volume des aides auditives. Donc là, on va bénéficier de nouvelles technologies, de ces nouvelles technologies d'intelligence artificielle progressivement. Elles sont en train d'être incorporées et on va les voir se développer à l'avenir. On peut, grâce au téléphone mobile qui est doté d'un accès au cloud et de processeurs quand même assez sophistiqués, intégrer dans un téléphone mobile des algorithmes de traitement du langage naturel. En fait, ils en ont déjà tous. Reconnaissance automatique de la parole d'un côté, modèle de langage large de l'autre. Et on peut combiner ça avec un système expert qui sait quoi faire. En gros, quand il a correctement interprété ce que l'utilisateur désire faire, va choisir la bonne action dans l'application de l'aide auditive ou l'application mobile, de façon à aider l'utilisateur. Et on peut combiner ça avec maintenant ces nouveaux systèmes qui sont en train d'apparaître et d'émerger, qui sont des systèmes qu'on appelle agentiques ou agents, qui sont capables d'aller manipuler des applis, d'aller ouvrir une page, de chercher dans la page de l'information, de façon à exécuter des tâches séquentielles qui correspondent à une requête de l'utilisateur. Si on en revient à notre problème de débruitage, les limites des algorithmes classiques de traitement du signal audio, c'est qu'en fait, très souvent, on se rend compte que on atteint un plafond dans les performances de ces algorithmes et que c'est lié au fait que le cerveau humain, celui de l'ingénieur qui va mettre au point l'algorithme, a du mal à penser dans des espaces à n dimensions avec un grand nombre de variables et un grand nombre de signaux possibles qui peuvent se présenter au microphone de l'aide auditive. Donc tous ces problèmes-là, en fait, on peut les décrire comme finalement, d'un point de vue mathématique, essayer de passer d'un espace multidimensionnel, un spectre en fonction du temps, avec peut-être plusieurs caractéristiques spectrales qui évoluent, donc des centaines, voire des milliers, voire des millions de points, et d'essayer de passer de cet espace où la parole et le bruit sont mélangés à un autre espace ou hyperespace dans lequel on a séparé la parole et le bruit. Ou bien de façon mathématiquement équivalente, on va essayer de partitionner cet espace original de façon à trier d'un côté les points bleus, de l'autre côté les points rouges. Donc parole et bruit. Ça, en fait, le cerveau humain n'est pas très équipé, très bien équipé pour le faire, à part peut-être Albert Einstein. Il y a peu de gens qui sont capables de penser en plus de 3 voire 4 dimensions. Par contre, les systèmes artificiels comme les réseaux de neurones, le réseau de neurones profonds en particulier, sont capables de faire ça assez bien. Je ne vais pas revenir sur les systèmes de réseau de neurones, ça a été galvaudé, je pense que tout le monde sait à peu près ce dont il s'agit. D'un côté, on a une couche d'entrée, c'est ce qu'on a, l'autre côté, couche de sortie, c'est ce qu'on veut obtenir. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle des unités cachées, qui vont faire en gros le boulot de transformation des entrées en sorties. Ces unités, chacune de ces unités va utiliser des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions d'activation, qui sont des opérateurs linéaires ou non linéaires. Euh, et donc, on peut penser ce que fait le réseau de neurones. C'est évidemment très compliqué souvent de réaliser ce qu'il fait vraiment, mais en gros, à un niveau de généralité élevé, on peut penser le réseau de neurones comme étant un système de partition, de projection dans un hyperespace et de partition par des fonctions affines ou quasi affines dans cet espace des points. Donc, pour donner un exemple très intuitif de ce que je viens de dire, on prend un exemple simple, du coup il est trivial pour la machine, mais il permet au cerveau humain de voir ce dont il s'agit. On doit séparer les points bleus des points rouges. Manque de chance, si on utilise une seule ligne, on ne va pas y arriver. Donc on va mettre plusieurs lignes. Chacune des lignes correspond à un neurone, en fait. Et chacun des neurones va positionner des lignes automatiquement de façon à progressivement partitionner l'espace. Il y a une autre stratégie qui est utilisée également dans ces réseaux de neurones, j'en ai parlé tout à l'heure, de projeter l'espace d'origine. Donc si on a par exemple x et y deux dimensions, on va rajouter une dimension qui est en fait une combinaison non linéaire des deux dimensions d'origine, en l'occurrence une fonction simple, somme des carrés. Et rien que ça, dans l'exemple qui est donné ici, ça permet de trouver un hyperespace dans lequel on a un plan qui va parfaitement séparer les données. Alors ici, quelques exemples de partitions qui sont réalisées par ces systèmes. On les laisse apprendre, on leur met des points. Ça, c'est des exemples qui plaisent à l'humain parce qu'on voit bien ce qui se passe. Évidemment, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué que ça et on a du mal à voir exactement ce que fait l'algorithme ou à le visualiser, mais en tout cas, ils y arrivent. Alors, les performances théoriques de ces systèmes-là, ben, c'est en fait, si on n'a pas de limite d'implémentation, c'est-à-dire qu'on a des calculateurs puissants avec beaucoup de mémoire, etc., on arrive aujourd'hui à faire un débruitage quasi parfait de la plupart des situations qu'on trouve dans la vie de tous les jours avec ces systèmes-là. Le problème, évidemment, c'est qu'il va falloir faire
rentrer ces systèmes-là dans les contraintes d'un tout petit appareil qui doit tenir dans l'oreille et dont la durée de batterie doit tenir toute la journée. Donc là, il y a quelques obstacles: consommation de courant, puissance de calcul, latence. On a vu que c'était des algorithmes assez gourmands en ressources. Donc les microprocesseurs classiques n'arrivent pas bien à faire tourner ces algorithmes-là. On a besoin d'efficience, de puissance, de rapidité. La solution qui a été trouvée par l'industrie qui développe ces outils-là, c'est les processeurs spécialisés dédiés, par exemple un accélérateur de réseau de neurones profonds. Donc c'est vraiment un processeur qui est dédié au genre de calcul dont on a besoin pour ce genre d'algorithme-là. Alors, il y a trois solutions pour l'intégration de ces systèmes-là dans les aides auditives. On essaye de faire passer le réseau de neurones profonds sur une puce classique d'aide auditive. Le problème, on est limité dans la vitesse, la puissance et la consommation de ressources, puisque cette puce n'est pas optimisée pour faire ce genre de calcul-là. La deuxième solution, c'est via le mobile, c'est-à-dire que le mobile a déjà une unité, la plupart des mobiles ont ça, cette unité qui permet de faire tourner ce genre de réseau de neurones. On peut passer par le mobile du coup pour faire les traitements. Le problème, c'est que là, on a une latence, le temps que ça communique entre le mobile et l'aide auditive, et ça crée une désynchronisation audiovisuelle. On a une centaine de millisecondes, typiquement, plus de 30 millisecondes, on commence à avoir de la gêne, on commence à voir que le film est mal doublé. La troisième solution, c'est celle qui finalement, je pense, va s'imposer dans l'industrie, c'est d'utiliser un microprocesseur spécialisé dédié qu'on rajoute à côté ou en plus de la puce plus classique. Il y a d'autres fonctionnalités plus typiques de l'aide auditive, la compression multibande, etc. Là, on a le meilleur des mondes possibles, comme dirait Voltaire. On a un processeur dédié qui est intégré à l'aide auditive. Alors, on a parlé d'architecture, là, d'intégration. Il y a également un aspect algorithmique. Il y a deux solutions qui sont actuellement utilisées par les fabricants pour intégrer ces systèmes-là. Il y a une solution hybride dans laquelle le réseau de neurones profonds, par exemple un classificateur parole-bruit, va être utilisé pour piloter un algorithme plus traditionnel type réduction de bruit par soustraction spectrale. Donc, on a un RNP qui contrôle un algorithme classique. Et d'autre part, on a une autre approche qui consiste à utiliser une solution monolithique dans laquelle le RNP fait tout le boulot, c'est-à-dire il fait à la fois la classification parole-bruit et la soustraction spectrale, ou enfin l'équivalent de la soustraction spectrale, donc la réduction de bruit. Alors, les performances de ces systèmes-là, concrètement, ici c'est un exemple. Conditions de test bruit diffus et parole, un rapport signal sur bruit défavorable. On voit qu'on arrive, donc là en bleu clair, le système avec le réseau de neurones profonds, en barre les bleus foncés, le système classique, sans réseau de neurones profonds, juste la directionnalité et un réducteur de bruit traditionnel. Et on voit qu'on arrive à augmenter sensiblement les performances de débruitage des aides auditives avec ces dispositifs-là, dans les conditions testées en tout cas. Alors ça, c'était les performances mesurées en termes de rapport signal sur bruit, donc c'est une mesure électroacoustique. On peut se poser la question des bénéfices patients. Il faut bien réaliser que l'amélioration du RSB, qui est une mesure électroacoustique, n'est pas synonyme nécessairement de bénéfices patients. C'est-à-dire qu'on peut mesurer des améliorations de rapport signal sur bruit sans amélioration concomitante de l'intelligibilité. Et les améliorations de RSB qui sont mesurées en labo ne sont pas nécessairement représentatives des situations d'écoute habituelles. Le bénéfice patient, il va dépendre du patient lui-même, bien évidemment, des capacités perceptives et cognitives, de l'écologie acoustique. Il va dépendre également de la situation d'écoute, nombre et position des sources et signaux de bruit, l'acoustique de la salle, etc. Donc on ne peut pas, surtout au niveau de présentation aujourd'hui, tirer de généralité sur le bénéfice. Le bénéfice va être variable selon ces facteurs-là. Il y a quand même des limites à ces algorithmes, tous les algorithmes de traitement du signal, qu'ils soient fondés sur les techniques d'apprentissage machine ou plus traditionnelles. Il y a toujours un revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a des avantages. L'algorithme en lui-même, il a un objectif principal qui va être d'améliorer l'audibilité, le rapport signal sur bruit, l'intelligibilité de la parole, mais il a aussi, et souvent, et c'est difficile de les éliminer complètement, des inconvénients. Il va améliorer le rapport signal sur bruit, mais peut-être en dégradant la qualité sonore. On va améliorer l'intelligibilité en focalisant un système directif, mais on va perturber la capacité de localisation et de conscience spatiale de l'auditeur, en colocalisant tout devant, par exemple. Donc, chaque fabricant va avoir des philosophies différentes par rapport aux choix qui sont faits dans la pondération des avantages par rapport aux inconvénients, certains privilégiant
la minimisation des inconvénients et d'autres privilégiant la maximisation des avantages. Mais l'un se fait toujours au détriment de l'autre, ou enfin très souvent. L'avenir, à partir de là, en fait, personne ne sait exactement ce qui va se passer, mais j'ai une petite idée. On a parlé tout à l'heure d'intégration algorithmique, de différentes solutions qui sont proposées. On a parlé de solutions hybrides et de solutions monolithiques, dans lesquelles le RNP fait tout versus il contrôle des systèmes plus classiques. Je pense qu'on va voir les deux et que les deux vont continuer à se développer et qu'à un moment, peut-être, on arrivera à un niveau de maturité technologique tel qu'on pourra tout faire avec le RNP et on pourra se passer des algorithmes classiques dans une large mesure, sinon complètement. Et puis la deuxième chose dont je n'ai pas parlé, mais qui va, à mon avis, se développer dans les années à venir, c'est on va voir apparaître des RNP spécifiques pour différentes tâches. J'ai parlé de RNP pour les réducteurs de bruit, on va voir des RNP pour la directivité. On a déjà des RNP au système équivalent pour la classification d'environnement acoustique, classification automatique par l'aide auditive, classification d'activité de l'utilisateur, mouvement de tête, déplacement, etc., qui donne des informations situationnelles à l'aide auditive qui lui permettent de dire, dans cette situation-là, il est probable que l'utilisateur va vouloir faire ça. Donc ça, ces systèmes-là, on va les voir se développer et interagir de plus en plus. Et puis, on peut imaginer à terme, ou en tout cas dans un futur un peu plus lointain, une solution unique où finalement l'identification situationnelle et le traitement du signal seront effectués par un seul et même RNP qui en quelque sorte sera omnipotent. Il verra tout, il aura connaissance à la fois de ce que est en train de faire l'utilisateur sur la base de son activité et de l'environnement acoustique, d'inférer ses intentions et d'appliquer le bon traitement du signal. Tout cela de façon complètement coordonnée puisque ça sera géré par un cerveau maître en quelque sorte. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Christophe, merci beaucoup encore une fois pour le timing également, mais aussi pour la clarté de tes explications. On va passer, si vous le voulez bien, à une série de questions-réponses. Ça a généré un certain nombre de questionnements. Alors j'ai essayé de les mettre ensemble, de les compiler, mais pas toujours évident. Donc on va commencer avec toi, Philippe, si tu es d'accord. Euh, D'accord. Pas mal de questions évidemment sur le Tiki, mais on les garde pour ensuite. On va commencer par une question d'Isabelle Mounier, notre première vice-présidente, présidente d'honneur, pardon. Donc à moyen terme, Isabelle demande, et 12 mois et plus, est-ce qu'il persiste une différence entre les patients qui ont été implantés avec le robot et les patients qui ont été avec une insertion manuelle? Et est-ce que la plasticité cérébrale améliore les performances de ces patients qui sont implantés manuellement? Alors, la différence, elle persiste jusqu'à 2 ans. Au-delà de ça, je ne peux pas dire. Mais c'est vrai qu'elle persiste jusqu'à 2 ans. Alors c'est vrai que la plasticité cérébrale pourrait peut-être améliorer encore les choses après, mais j'ai quand même des doutes. Mais on a chez certains patients, on ne les a pas tous malheureusement, parce qu'on les perd de vue au cours du temps, mais il y a des patients chez lesquels il y a une amélioration par rapport aux 2 ans, oui. D'accord, très bien, merci. Et donc concernant le Tiki, alors déjà, bon, moi j'ai une première question. Comment fonctionne le microphone Tiki électroacoustiquement? Je veux dire, s'il est sous la peau, comment fait-il pour recevoir des ondes vibratoires extérieures? Il y a une membrane, en fait, la compensation de l'épaisseur de la peau est liée à la taille de la membrane, qui fait pratiquement une dizaine de millimètres. C'est comme ça qu'ils ont compensé. Il faut bien sûr supprimer le muscle qui est au-dessus de la membrane, c'est très important. Et il faut un tout petit peu affiner la peau pour pas qu'elle soit trop épaisse. Ce qui pour moi a toujours été un grand mystère, c'est comment ces patients arrivent-ils à avoir un aussi bon résultat d'extraction du signal dans le bruit avec un seul micro. C'est quand même assez bluffant parce que les processeurs externes possèdent 2 micros et là, il n'y en a plus qu'un. Et ça, je ne m'attendais pas à ces résultats-là. Et ça, on le retrouve dans l'étude de phase 2. Oui, c'est vrai que ça nous laisse réfléchir aussi en matière d'appareillage auditif traditionnel, avec les microphones, les doubles micros, même triple micro à une époque. Oui. Ok, et on continue sur le Tiki si tu veux bien. Quand peut-on espérer disposer du Tiki et va-t-il, d'après toi, remplacer progressivement et totalement les implants cochléaires classiques? Alors, donc, quand va-t-il être disponible? Eh bien, nous vivons dans un monde magnifique de régulation de l'Union européenne avec les Medical Device Regulation, où en fait, bien, il est clair qu'il y a 15 ans, il serait sur le marché. Aujourd'hui, l'Union européenne, enfin les régulateurs ont exigé une étude de phase 2.
Et les résultats d'études de phase 2 sur 30 patients exigent maintenant l'analyse de cela et puis on ne sait pas à quelle vitesse ils vont répondre. Il faut savoir qu'entre l'étude de phase 1 et l'étude de phase 2, ils ont posé des questions de savoir si c'était de la silicone industrielle ou de la silicone de grade médical. Donc on est vraiment dans le grand délire. Donc on ne sait pas. Je dirais que ça pourrait, donc l'étude de phase 2 est terminée au mois de mois d'octobre. Le temps de compiler les résultats, probablement arriver devant les autorités pour un marquage CO aux alentours du mois de novembre-décembre. Et puis après, personne ne sait. Ça peut être 3 mois et ça peut être 2 ans. Très bien, merci beaucoup, hein. C'est vrai que ça laisse penseur par rapport déjà aux résultats qu'on peut avoir en matière d'implants cochléaires. Nous, ça nous donne évidemment Alors, très envie en audioprothèse. Mais alors, si en plus c'est complètement implantable et que ça marche si bien, il y aura toujours, enfin, il y aura un gap de plus Alors, en la plus grand question entre qui les. était posée aussi, c'était de savoir est-ce que ça va remplacer l'implant classique et dans quelle indication. Je pense que là, il y a deux types de patients. Vous avez le patient qui, esthétiquement, a vraiment envie qu'on ne voit pas l'implant. Il faut savoir qu'il fonctionne 24 heures sur 24. Vous dormez avec votre implant. Si vous avez des petits-enfants, ben, vous les entendrez, tandis que si vous vous déconnectez, vous n'entendez plus rien du tout. On peut vous réveiller, vous pouvez entendre le téléphone, donc il y a déjà ça. Si vous faites du sport, vous nagez avec ça, il n'y a aucun problème. Et ou vous faites du sport, vous faites du ski, vous mettez un casque, vous enlevez le casque et hop, vous avez le processeur qui tombe dans la neige, vous ne le retrouvez pas, c'est 5 000 € dans la poubelle. Et ici, sinon, ben voilà, ici, ils l'ont en permanence. Alors, est-ce que tout le monde va vouloir ce genre de choses? Ben, probablement une bonne partie, oui, mais probablement pas tout le monde. Ok, et on finira, si tu veux bien, sur pas mal de questions générées autour de la batterie, hein. Alors que ça soit quel type de recharge de la batterie, est-ce que c'est par induction, combien de cycles Par de. induction. Excuse-moi? C'est par C'est par induction. La induction. recharge, c'est environ 1 heure. Le temps d'utilisation dépend évidemment de la manière dont il est réglé. C'est entre 24 et 48 heures. Donc, ça nécessite idéalement une recharge quotidienne. Plus important encore, durée de vie de la batterie, c'est estimé à 15 ans. Qu'en est-il lorsque la batterie est foutue? Ben, deux options. Ou on change tout l'implant et on remet un autre, ou bien on fonctionne avec un processeur externe. Ok, très bien. C'est vrai que c'est des questions naturelles qui remontent des personnes présentes ce soir. Écoute, on va finir avec ça, je te remercie. Et puis peut-être je vais passer à Christophe, si tu es d'accord. Christophe, merci encore, hein, c'était passionnant. Alors, pas mal de questions concernant le réseau de neurones profonds, alors que ça existe depuis les années 70 au moins. Et enfin, en tout cas, plus d'une décennie sur les réseaux de neurones profonds, excuse-moi. Pourquoi est-ce que ce progrès récent sur les performances de déboutage dans les appareils auditifs avec les réseaux de neurones n'ont-ils pas été possibles avant? Est-ce que c'était une limite de puissance purement technique ou est-ce qu'il y a d'autres raisons à cela? C'est une bonne question, Morgan. Donc en fait, la difficulté qu'il faut voir avec l'application de ces systèmes-là, c'est que bien que dans leur version la plus rudimentaire, ils existent depuis les années 70, on ne savait pas comment les entraîner, notamment avec les couches plus profondes, jusqu'à finalement le début des années 90, par là, je crois. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand on a su les entraîner, encore a-t-il fallu leur donner suffisamment de données pour qu'ils puissent apprendre avec les milliers, voire les millions de paramètres à l'intérieur. On a un problème qui s'appelle l'overfitting. C'est en gros, si on entraîne ces systèmes-là sur des données, des corpus de données trop faibles, ils vont surapprendre le corpus et en fait, ils vont être incapables de généraliser. Et on est arrivé, notamment pour la reconnaissance, par exemple, d'images ou de langage, avec des bases de données très larges grâce à l'Internet. Donc, c'est les progrès de l'Internet qui ont permis de collecter des données à large échelle, qui ont nourri ces systèmes-là, qui permettent maintenant de faire des systèmes qu'on appelle les systèmes de fondation, qui sont des systèmes pré-entraînés sur de très larges bases de données, qui peuvent ensuite s'appliquer à des problèmes plus spécifiques. Et enfin, dernièrement, pour l'industrie de la prothèse, de l'audioprothèse spécifiquement, on a des difficultés supplémentaires qui sont liés au fait que ces systèmes-là sont souvent très lourds, millions, milliers de paramètres, des milliards de calculs potentiellement, et donc on a besoin de les réduire, de les comprimer, même si on utilise un processeur optimisé sur l'aide auditive avec un limité dans sa capacité de traitement. Et donc il y a eu dans les 10 dernières années de développement je ne sais pas comment on dit en français,
de structures, d'architecture d'outils qui permettent, comme par exemple TinyML, Tiny Machine Language, qui est donc apprentissage machine minuscule en anglais, et qui permettent aux ingénieurs de déployer ces systèmes-là, de les réduire, de réduire le nombre de neurones tout en perdant pas d'informations de façon optimale et de les déployer sur des systèmes qui sont des petits systèmes, des systèmes distribués. On parle beaucoup de edge computing, qui est en fait le calcul à la marge. C'est donc un calcul qui va se faire en partie sur le téléphone, en partie sur l'aide auditive. D'accord, très bien. Et on finira peut-être, Christophe, sur une question qui ouvre un peu. Donc, on a parlé des avantages des algorithmes issus de l'apprentissage machine. Ont-ils des désavantages ou présentent-ils des risques que n'ont pas les algorithmes plus traditionnels, spécifiquement dans le domaine de l'audioprothèse, a priori? Ouais, c'est une question importante et qui nous anime pas mal côté ingénierie. Il y a évidemment un aspect éthique à ces algorithmes qui pose question, mais je crois qu'en fait, là, si on veut le dire de façon, peut-être en gardant la tête froide, il y avait déjà, les risques avec les algorithmes traditionnels ne sont pas nuls. C'est-à-dire quand on a un débruiteur, par exemple, il y a toujours un risque que dans une situation particulière, il va couper plus la parole que le bruit ou couper plus que ce qu'on pensait qu'il allait couper. Et même avec les algorithmes traditionnels, on a du mal à imaginer toutes les solutions possibles. Donc, ce qu'on fait, et en général, on fait ça de façon plus formelle avec des algorithmes type apprentissage machine qu'avec les autres, c'est qu'on entraîne ces algorithmes avec de très larges bases de données, de mixtures de sons, de paroles dans le bruit. Il y a vraiment, on parle de millions, voire de milliards d'exemples ou d'échantillons. Et ensuite, on va vérifier ces systèmes-là avec d'autres bases de données qui sont également larges, souvent différentes de celles qu'on a utilisées pour l'entraînement, de façon à vérifier leur robustesse, etc. Donc, on n'est jamais à l'abri du risque zéro, mais globalement, l'expérience, le retour qu'on a jusqu'à présent, c'est que grâce aux vérifications qu'on fait, on arrive à contrôler ces algorithmes-là. Après, pour les modèles de langage large, il y a la question de la confidentialité des informations patients, etc. Ça, c'est géré en général sur des serveurs privés, quand c'est fait dans le cadre d'applications type audioprothèse. Donc, non, on n'est jamais à l'abri du risque zéro, mais ça limite quand même le risque. Très bien, eh bien, merci beaucoup, hein, merci pour vos réponses très claires. On arrive au bout de ce webinaire. Alors, pour ceux qui ont été les plus sages à rester jusqu'au bout, et on est un certain nombre, je vais partager quelques informations. Et en l'occurrence, si ce webinaire vous a intéressé, si vous avez été intéressé par la façon dont la SFA traite les informations, comment devenir membre? C'est vrai que on me pose souvent la question. C'est assez simple finalement. Il faut être parrainé par deux membres actifs. Vous pouvez retrouver toutes ces informations, hein, sur notre site sfaudiologie.fr. Il faut être parrainé, donc je disais, par deux membres actifs, envoyer un CV, une lettre de motivation, et puis par rapport au profil, évidemment, il y a un vote qui se fait en conseil d'administration. On a changé la procédure pour que ça soit plus rapide, parce qu'à une époque, c'était assez inertique, et donc on avait un temps de réponse un peu plus lent. Donc voilà, on a changé aujourd'hui. Si vous avez envie de nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Vous bénéficiez d'un certain nombre d'offres en étant membre de la SFA, ça soit pour le congrès, vous faites partie de l'ISA, la Société internationale en audiologie, enfin, tout un tas d'avantages. Et puis, je vous dis, comme vous êtes resté vraiment jusqu'au bout, je vous dévoile à l'avant-première le prochain webinaire et la date. Vous pouvez la noter, donc ce sera en janvier, puisque vous vous souvenez qu'en décembre, on a le e-colloque, donc le 13 janvier, et qui sera consacré sous le même modèle d'une heure au bilan étiologique de surdité chez l'adulte, et il sera piloté par Isabelle Monnier. Donc voilà, donc ce sera passionnant très certainement. J'espère que cette soirée vous a plu. Moi, je me suis régalé, j'ai appris plein de choses. Et donc, j'ai plus qu'à vous saluer en remerciant à nouveau tout mon bureau et toutes les personnes qui contribuent à la réussite de ce genre d'événement. Et je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée.